究極美少女の16歳。愛。嘘はとびきりの愛なんだよ。Oyez, oyez, peuple de Konoha, très ravi de vous accueillir ici. Mais avant toute chose, j'ai deux questions à vous poser. La première étant la plus importante, comment allez-vous? La deuxième, je me demande comment avez-vous pu me laisser me balader comme ça là dans une plaine remplie de séries de Japanimation sans aucun moment me dire arrête-toi à ce carrefour, il y a Oshinoko. Allez, donc on va se poser à ce carrefour et dans le cadre de l'émission Allons discuter, je vais partager avec vous ce que j'ai bien aimé de cette série, ce que j'ai moins aimé, et tout cela sera accompagné de spoilers, donc j'espère que vous êtes à jour sur la série. À partir de maintenant, j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, rentrons directement dans le cœur du sujet. 嘘はとびきりの愛なんだよ。 Alors, avant toute chose, il faut que je vous parle de ma prise de contact avec cette série qui s'est faite totalement à distance. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de cet anime à travers son nom. Beaucoup de personnes sous les réseaux disaient qu'il était sympa, parlaient même de chef-d'œuvre, notamment par le fait qu'il va aborder le sujet des idoles. Et je me suis dit, en vrai, ça peut être sympa, puisque en ce qui me concerne, dans les animes que je consomme, ces idoles, elles sont soit parodiées, soit instrumentalisées pour mettre une bonne ambiance musicale. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on suive une espèce de semi-documentaire lifestyle dans lequel on va suivre peut-être une ou deux jeunes filles qui vont avoir quelques difficultés et au final ça va se terminer sur un happy ending. Oh là là, comment je me suis fourvoyé. 嘘はとびきりの愛なんだよ。 Du coup, comme j'ai pu vous le dire au début, j'avais un certain nombre d'a priori vis-à-vis de la série, mais dès les premiers épisodes, ces derniers se sont retrouvés complètement balayés par le contexte qui va nous présenter notre protagoniste principal, j'ai nommé Ai, qui n'est non pas une idole débutante, mais bel et bien une idole au sommet de son art. On sent qu'à chacune de ses prestations, elle envoie du lourd et on peut tout à fait comprendre pourquoi on peut compter ses fans par centaines voire par milliers. Mais cette introduction ne sera que de courte durée puisque rapidement on va nous faire comprendre que cette dernière va prendre une pause dans sa carrière et nous la découvrons quelques temps plus tard dans un hôpital. Et dans le contexte de cet hôpital, nous allons découvrir deux nouveaux personnages. D'un côté, on va avoir Sarina, une des passantes de cet hôpital qui est incapable de bouger, mais qui a pour modèle Ai. Et par ailleurs, cette patiente a pour médecin traitant un jeune homme nommé Goro, qui lui aussi, par la force des choses, à force de fréquenter Sarina, va lui aussi devenir profondément fan. Et là, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il va découvrir au sein de ce même hôpital que sa nouvelle patiente n'est autre que Oshino Ai, et quelle ne fut pas ma surprise à moi aussi de découvrir en même temps que lui que cette dernière était enceinte. Et là, c'est le drame parce que je me suis dit, mais attends, ça ressemble à une deuxième bousculade de mes attentes parce que j'aurais pu me douter que ça aurait été un sujet qui aurait été abordé au cours de la saison, mais pas dès le premier épisode. Et là, beaucoup de questions viennent taper mon front. Comment va-t-elle faire? Va-t-elle abandonner ses enfants et privilégier sa carrière ou plutôt faire le choix inverse? Et c'est là qu'on va avoir droit à une conversation très intéressante entre le docteur et Oshino Ai, durant laquelle on va faire comprendre aux téléspectateurs qu'il faut faire absolument un choix. Et c'est là que Ai va avoir un discours que je résumerai avec ces mots: l'art est vérité et l'artiste est mensonge. Et je suis égoïste par-dessus tout, donc je choisirai les deux. Je serai à la fois une idole et je serai à la fois une mère. 嘘はとびきりの愛なんだよ。 Alors, je ne vais pas vous le cacher, je me confesse, après une introduction pareille, j'étais tout simplement curieux de connaître la suite parce que je me suis dit, en vrai, c'est une histoire qui ne va pas du tout nous proposer l'ascension d'une idole, mais bel et bien, en quelque sorte, la renaissance d'une idole à travers le personnage de Ai qui va devoir donc jongler entre sa vie maternelle et sa vie professionnelle. Et donc, je me serais attendu à ce qu'elle reste le personnage principal de son histoire, mais sous un angle de vue différent. Sauf que, en avançant dans ce premier épisode, on va se rendre compte qu'on va beaucoup moins voir Ai. On aura quelques petites scénettes nous montrant son retour dans la vie de star, mais sans grande profondeur ni même précision. On va tout simplement passer la majorité de notre temps avec ses deux enfants, à savoir Ruby et Aquamarine. Mais pourquoi va-t-on passer autant de temps avec eux? C'est tout simplement parce que on va apprendre que peu de temps avant leur naissance, il y a d'abord Sarina qui est malheureusement décédée de sa maladie et qui va se trouver réincarnée dans la
fille de Ai, j'ai nommé Ruby. De l'autre côté, on va avoir Goro, le médecin traitant, qui va se retrouver réincarné dans le corps d'Aquamarine. Et à partir de cet instant précis, je me suis dit, mais à quoi sert cette touche de surnaturel dans la série? D'autant que lorsqu'on va suivre le quotidien de ces deux bébés, ok, on va se poser quelques questions du style à quel moment les deux vont se rendre compte qu'ils se connaissent depuis le début. Et on va se poser la question, quel va être l'impact de ce surnaturel sur la maternité d'Ai? Aucune. À la rigueur, il y a 2-3 scènes drôles, notamment lorsqu'ils font croire à leurs nounous qui sont des envoyés de Dieu et qu'elle doit protéger Ai de la meilleure des manières possibles. Mais en dehors de ça, il ne se passe rien. Sauf que, en avançant un petit peu dans ce premier épisode et dans l'intrigue, on va arriver à une certaine forme de stabilité où Ai va trouver son équilibre. On va même apprendre un peu plus de choses sur elle, comment elle en est arrivée là, quel est son rapport au mensonge et surtout quel est son rapport à l'amour, puisqu'on se rend compte que c'est une fille qui n'a pas vraiment connu ça dans son parcours de vie. Et elle se pose des questions, est-ce qu'elle aime réellement ses enfants ou pas, ou elle fait juste son devoir? Et ne voilà-t-il pas que quelques temps plus tard, le même Stan qui avait assassiné Goro à l'époque débarque devant la porte de Ai et lui dit, mais quelle menteuse, tu n'es pas célibataire, tu as des enfants, il la plante. Et là, je me suis dit, oh là là, ça fait trop d'émotions. Ceci n'est que le premier épisode. Et ne voilà-t-il pas que je ne serai pas le seul sous le choc parce que bien évidemment, Ruby et Aquamarine vont l'être, particulièrement Aquamarine parce qu'il va vraiment assister à la scène. Et surtout, Goro réincarné va faire le rapprochement entre ce Stan et celui qui donc avait causé sa perte. Et à partir de là, va se lancer une nouvelle dynamique dans l'anime dans laquelle on va se lancer dans une enquête policière à travers les yeux d'Aquamarine qui va essayer de retrouver son assassin de sa vie précédente ainsi que l'assassin de Ai. Alors, bien que cette enquête soit au centre de la narration, malheureusement pour nous, sur la suite des épisodes de cette première saison, elle ne sera pas au devant de la scène. Parce qu'en effet, nous allons découvrir Aquamarine et Ruby quelques temps plus tard, après qu'ils aient bien grandi, qui décident de se lancer dans une carrière de show business. Et les deux vont emprunter des chemins qui sont diamétralement opposés, que ce soit en termes de carrière ou que ce soit en termes d'ambition. Et on va donc commencer par le cas de Ruby, qui elle décide de suivre les traces de sa défunte mère en montant son propre groupe d'idoles et en passant littéralement par la même agence que Ai. Ce qui va nous donner l'occasion de revoir un personnage qui date d'il y a fort longtemps, Kana, cette actrice prodige que Ruby et son frère avaient rencontré quelques temps plus tôt et qui avait tout pour réussir. Et donc à travers ce personnage, nous allons aborder le cas de ces enfants qui sont considérés comme des prodiges ou des acteurs à succès qui obtiendront tout plus tard, finalement n'obtiennent rien du tout. Et que se passe-t-il pour eux? Et franchement, cette petite parenthèse avec Kana, je l'ai beaucoup apprécié parce que très souvent, c'est un sujet dont on entend parler à travers de très bonnes vidéos, mais très souvent, ce sont des histoires qui vont s'orienter sur le avant et l'après, et on n'a pas forcément des choses très claires ou très précises sur ce qui s'est passé entre les deux. Et en fait, le personnage de Kana va nous permettre de voir ça à travers son prisme. Peut-être que c'est édulcoré, peut-être que c'est romancé, mais en tant que personne, moi, ça m'a permis de mieux concrétiser ce qui peut mener un acteur si jeune à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Ça m'a permis de personnifier en quelque sorte les difficultés par lesquelles ils peuvent passer. Et franchement, ne serait-ce que pour ça, merci Oshinoko. Alors, dans cette dernière partie de vidéo, on va donc se concentrer sur le cas d'Aquamarine et comme j'ai pu vous le dire précédemment, celui-ci a des intentions et des ambitions autrement différentes de ceux de Ruby puisque lui, son objectif c'est de trouver les réponses liées au meurtre de sa mère et très rapidement, il va se rendre compte que le meurtrier potentiel fait partie du monde du show business. Et donc, pour obtenir toutes les informations dont il va avoir besoin, il va devoir passer par la case acteur par la force des choses et se rapprocher des personnes qui potentiellement lui permettront d'obtenir les réponses dont il a besoin. Mais avant d'en arriver là, il va y avoir des passages obligés, notamment une mission dans laquelle Aquamarine va devoir jouer dans une télé-réalité. Et cette capsule narrative va nous permettre d'aborder un nouveau sujet qui est le cyberharcèlement. Et à l'instar de l'arc de Kana, je trouve que là aussi, très souvent, on a des histoires qu'on peut trouver un peu partout, dont on connaît l'avant, l'après. On a une petite idée de ce qui se passe du point de vue extérieur
entre les deux, mais ça reste relativement flou. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore vécu. Et là, avec l'une des collègues d'Aquamarine qui va se retrouver dans cette situation après s'être fait avoir par le staff de cette télé-réalité qui l'a présentée comme, entre guillemets, la fille méchante du groupe et qui va commencer à se faire harceler sur les réseaux sociaux, malgré les avertissements de ses collègues qui lui disent ne laisse pas ce genre de commentaires t'atteindre, ne va pas les lire, arrête-toi très rapidement. On va véritablement suivre cette collègue d'Aquamarine dans son processus dans lequel elle va petit à petit sombrer. Et encore une fois, pour moi, ça a été super intéressant puisque j'ai pu mettre en image cette situation. Ce n'était pas juste une histoire qui m'était racontée. Et sincèrement, j'ai trouvé ça très bien et très juste de la part de l'animé puisque très souvent, lorsqu'on va aborder ce genre de sujet, il est très facile de tomber dans quelque chose de très manichéen ou de très moralisateur. Alors que là, l'anime a suffisamment de justesse dans son propos pour laisser la liberté aux téléspectateurs que je suis de me raccrocher au wagon auquel j'ai besoin de me raccrocher, mais sans pour autant qu'on se sente jugé dans la manière dont on pourrait aborder le sujet ou non. Ça y est, nous y sommes, c'est la fin de la vidéo. J'ai pu vous partager tout mon ressenti vis-à-vis d'Oshinoko. Et vous l'aurez compris, j'aurais passé un très beau moment devant cet animé. D'ailleurs, mention spéciale à l'animation qui est plutôt correcte, voire très bien. Mention spéciale d'ailleurs aux chorégraphies avec les bâtons de néon qui sont absolument fantastiques et drôles. Mais globalement, je dois l'avouer, j'attends avec impatience la saison 2. Je me demande comment j'ai pu rater une petite pépite dans ce genre-là. Et surtout, très content quelque part de la voir regarder aussi tard puisque j'ai pu comprendre que la saison 2 est prévue pour l'été 2024, donc je n'aurai pas à attendre aussi impatiemment que ceux qui potentiellement l'ont connu dès sa sortie. Donc voilà, c'est les quelques mots que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que Oshinoko a été une série que vous aurez pu apprécier ou non, mais quoi qu'il en soit, je vous laisse me le dire en commentaire et d'ici à ce que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.